Des propositions audacieuses de la ministre du Travail, Madame El Khomri, sur précisément les règles du travail en France. Aussi la déchéance de nationalité, puisque le dossier est toujours pendant. Et puis la crise agricole qui est violente. Et c'est avec quelqu'un qui connaît bien tous ces sujets, notamment le dernier, que nous sommes aujourd'hui. C'est Monsieur Jean Glavany, qui est député socialiste des Hautes-Pyrénées. Ancien ministre de l'Agriculture, ai-je besoin de le dire. Bonjour, Monsieur Glavany. Bonjour, monsieur. Alors, le projet El Khomri sur le temps de travail, là, les contours de cet avant-projet ont été divulgués il y a 48 heures, et ça y est, ça part dans tous les sens. Une véritable révolution. C'est votre avis? En tout cas, c'est une réforme, une vraie réforme. Ouais. Bon. Donc, pour l'instant, on ne peut pas encore mesurer tous les tenants et aboutissants, puisque le débat parlementaire n'a pas commencé et que le travail, et mon sentiment, mon intuition, c'est que ça va aller beaucoup au fond des choses, ça va beaucoup mouliner et ça va beaucoup transformer. Donc, mais les objectifs, on les connaît. Il y a un code du travail qui est épais comme ça. Il faut à la fois l'alléger pour assouplir la réglementation du travail, pour que ce soit plus lisible, plus facile à gérer, sans remettre en cause les droits fondamentaux des salariés. C'est voilà, ce qu'on appelle 35 heures. Les 35 heures, le CDI, des choses. Et puis le SMIC. Et le SMIC. C'est les trois sujets sur lesquels la réforme du Code du travail ne touchera pas à ces bornes qui sont des lignes rouges. Et pourtant, quelqu'un que vous connaissez bien, Benoît Hamon, a dit ce matin, mais ce projet remet en cause les 35 heures. Oui, mais Benoît, je pense qu'il est un peu dans la posture quand il dit ça. Pour l'instant, d'ailleurs, l'a-t-il vu ce projet dans ses détails? Pas encore, moi pas. Donc je ne sais pas, lui, il a peut-être des meilleures informations que moi. Attendons de voir quels seront le texte sera soumis en détail au Parlement. Attendons de voir ce que les parlementaires, et notamment ceux de la majorité, mais pas seulement, vont en faire avant de faire des jugements définitifs. Parce que là, je vois bien les jeux de posture, c'est un peu le jeu. Marie-Noëlle Lienemann qui dit la coupe est pleine, ça y est. Là. Oui, mais Marie-Noëlle Lienemann, elle est plus à gauche que moi, tu meurs depuis. Voilà, elle est dans l'opposition. Depuis maintenant des mois. Pour vous, c'est une réforme nécessaire, quoi qu'il arrive, il faut faire une réforme. Qui peut, sincèrement, franchement, tenir le discours selon lequel il n'y a pas besoin de réformer le marché du travail en France? Qui peut le dire? Tout le monde pour créer de l'emploi. Notamment, en tout cas, pour faciliter l'emploi et pour faciliter assouplir les choses. Donc, voilà, ignorer cette réalité, c'est vraiment faire preuve d'aveuglement. Donc il faut le faire sans porter à cause, mettre en cause ces trois lignes rouges. Les trois bornes, là. Les trois bornes. Et je pense qu'on peut faire un travail intelligent. Alors je vais quand même rentrer un tout petit peu dans le détail, parce qu'il y a quand même des choses qui sont étonnantes. Même un gouvernement de droite ne l'aurait pas fait, j'imagine. Alors, en cas d'accord dans l'entreprise, parce que tout est aussi rapporté à ce que les salariés et les entrepreneurs font au sein de leur entreprise. En cas d'accord, on peut aller jusqu'à 60 heures de travail par semaine dans l'entreprise ? Mais en cas d'accord sur une annualisation avec de la souplesse, mais vous savez, ça existe. Ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de gens pensent, et pas seulement à droite, mais surtout à droite, mais dans les médias, partout, nos observateurs, que les 35 heures sont un carcan terrible, imposé, etc. Mais il n'y a pas plus d'accord sur les 35 heures qui ressemblent moins à un autre qu'une entreprise. Il y a eu une multitude d'accords qui sont très diverses. Et moi, dans ma circonscription, quand il y a quelques jours, j'allais dans une filiale du groupe Alstom, qui m'expliquait qu'il y a un nouvel accord sur l'organisation des heures supplémentaires, en l'occurrence quand vous allez jusqu'à 60 heures, pour mieux lisser et tenir compte des évolutions des commandes sur l'année. Cette souplesse-là, elle est nécessaire, mais à bien des égards, elle est déjà possible aujourd'hui, donc ceci me fait plutôt les apprentis sourire. qui peuvent travailler 10 heures par jour? Ça, on va regarder ça. C'est des sujets sur lesquels on peut regarder des choses. Plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif? Ça, c'est assez explosif. Ça, c'est assez explosif. C'est des sujets sur lesquels le gouvernement fait des propositions, le Parlement va en débattre. Vous saviez, je vais vous prendre un seul exemple. Si vous aviez eu, vous l'avez sûrement fait, regardez la loi de Macron telle qu'elle a été déposée au Parlement, telle qu'elle a fini, après 1000 amendements, c'est plus du tout la même. Mon intuition que ça va être la même chose là. D'accord. Alors, madame, est-ce que vous, avec des amendements, vous voterez une loi pour la réforme du marché du travail? En tout cas, je suis intéressé par la démarche et je pense que ce serait irresponsable de dire non, il n'y en a pas besoin. Le résultat final, on le verra à l'issue du débat du Parlement. Je suis absolument convaincu que les rapporteurs socialistes, notamment, qui vont travailler sur ce texte, vont l'améliorer. D'accord. Et donc, on Parce verra. que Mme El Khomri avait même dit ces jours-ci, si ça se trouve, on passera par le 49.3. Oui, mais si ça se trouve, on ne passera pas par le 49.3. Vous êtes contre, vous, l'usage du 49.3? Non, je ne suis pas contre. Il fait partie des instruments constitutionnels. On a le droit d'en s'en servir, mais j'aimerais qu'on l'évite. Vous, si ça vous convient, vous voterez?
Si ça me convient, je voterai, bien sûr. Oui. D'accord. La crise agricole, hier, le Premier ministre a dit que les charges qui pèsent sur les agriculteurs baisseraient de 7 points. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour calmer les campagnes? C'est considérable. Notamment les éleveurs. C'est considérable cet effort de l'État. Et honnêtement, ceux qui regardent ces sujets de presse n'attendaient pas un effort aussi considérable. Et je pense que les gens honnêtes disent là, il y a un geste d'une lourdeur très fort, très fort. Ils demandaient 10, mais bon. Oui, mais bon, en même temps, dans ce débat-là, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on demande 10 ou 7 pour tout le monde, alors qu'il y en a qui auraient besoin de 10, 12 ou 15 et d'autres n'auraient pas besoin de 7. Quoi. Parce que la situation agricole est très diverse. Il y a des gens qui souffrent, les éleveurs en général. Ça, c'est pour ça que je parle des éleveurs. Mais pas tous les éleveurs. Je connais des éleveurs qui s'en sortent très bien, y compris en ce moment. Les éleveurs laitiers, les éleveurs porcins, mais qui ont une part de responsabilité dans leur refus de s'organiser en interprofession depuis longtemps. Il y a un certain nombre de situations très catastrophiques qui mériteraient sans doute plus que ça, et d'autres où il n'y a vraiment pas besoin de faire. Je m'adresse on est dans une logique où on regarde l'agriculture comme un tout uniforme, alors que l'agriculture est très variée. Très variée. Mais je m'adresse à l'homme qui connaît parfaitement le sujet. C'est quoi les 3 ou 4 obstacles les 3 ou 4 obstacles de l'agriculture française? Alors dans l'élevage, pour rester dans l'élevage, puisque... Alors, le premier obstacle, c'est ce vent fou de libéralisme qui balaye l'Europe. Oui. Et en particulier par la production laitière a mis un terme avec l'accord du gouvernement français de l'époque de droite, au quota laitier, et qui fait que ce vent fou de déréglementation fait que dans la politique agricole commune, on a supprimé presque tous les instruments de régulation des marchés. Et ça, c'est une folie. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est une cause incroyable. Deuxièmement, il y a des crises de marché qui sont dues, dans une production comme celle de la production porcine, à l'insuffisance d'organisation d'une filière. C'est le cas chez nous ? Dans la production porcine, c'est absolument catastrophique. Ils refusent de s'organiser en interprofession, en branche, comme on dirait dans l'industrie, depuis le petit producteur jusqu'à la transformation en passant à la distribution, alors que c'est absolument... Et ça, c'est de leur faute à eux, les éleveurs. Ils le refusent depuis des années. Pourquoi? Je devine, je lui mets les pieds dans le plat, parce que quand ça marche très bien, ils gagnent beaucoup d'argent. Et là, ils disent, ils engrangent, si j'ose dire. D'accord. Donc ils ont une part de responsabilité. Et je pense qu'il faut vraiment profiter de l'occasion. Et puis il y a une troisième grande raison, c'est, je crois que la loi LME, là aussi votée sous un ancien gouvernement, a fait la part belle à la grande distribution, et que dans le rapport de force entre production et distribution, il faut raccourcir les circuits de distribution, moins d'intermédiaires, moins de... Il faut en tout cas rééquilibrer les rapports de force entre production et distribution, c'est évident. Jean Glavany, vous voterez la révision constitutionnelle? Je l'ai votée. Vous l'avez votée? Je l'ai votée sans enthousiasme, je vous le dis avec franchise, je l'ai votée par sens des responsabilités, parce que je pense, dans la situation que traverse notre pays, qui est une situation extrêmement difficile et douloureuse, notamment face au terrorisme, mais pas seulement, il faut faire bloc, et que la responsabilité des politiques, c'est quel que soit leurs états d'âme, et j'en avais comme tout le monde, il faut faire bloc et être responsable. François Hollande trouvera une majorité des 3/5 au Congrès là-dessus? Je ne suis pas... Vous êtes optimiste sur la discussion au Sénat? On sait que les sénateurs de droite veulent revoir tout ça. Je ne suis pas plus optimiste que ça. Oui. Non, je ne suis pas optimiste. Mais là, vous ferez bloc, enfin vous essaierez de soutenir le président. Je pense que la responsabilité, c'est de faire bloc et d'être unis et rassemblés. Satisfait par le remaniement ministériel? C'est ce qu'il fallait faire? Je me suis tu, je vais continuer à me taire, mais je vais vous en livrer un peu quand même. Je trouve que ce remaniement a un parfum un peu délétère de 4ème République. C'est-à-dire des équilibres entre débauchage, dosage, incohérence. Moi qui suis un gaulliste socialiste ou un socialiste gaulliste de culture, je ne retrouve pas mes racines républicaines et ma culture républicaine dans ce genre de pratiques. Il fallait aller chercher les écologistes ou pas? Je trouve que vraiment tout ça me laisse un sentiment de malaise très profond. Je pense qu'on n'a pas là le gouvernement cohérent et de combat et républicain dont on avait besoin. Vous aviez été sollicité ou pas? Non. Et un gouvernement cohérent, républicain, c'était quoi? Je vais vous donner un seul exemple. Je trouve que dans la tradition républicaine de la République, on va au gouvernement quand on a l'onction du suffrage universel. Je trouve par exemple extrêmement curieux que les gens qui ont été battus 1 fois, 2 fois, 3 fois aux élections puissent rentrer au gouvernement. C'est pas ma culture républicaine. Vous parlez de Jean-Michel Blanquer. Je parle de qui vous voulez. Il y a plusieurs exemples. D'accord. Ok. Donc là, c'est pas satisfaisant. Non, il fait rentrer au gouvernement des gens qui disent pique-pendre du gouvernement sur tel sujet ou sur tel autre, sur telle réforme ou sur tel autre, y compris pour les faire assumer. C'est un risque d'incohérence qui est majeur. Donc tout ça n'est pas très républicain, pas très cohérent et je crains pas très efficace. En tout cas, c'est pas républicain.
C'était le talk de Jean Glavany qui nous a dit que ce remaniement ministériel ne lui plaisait pas, c'est pas très républicain, ça lui laisse un sentiment de malaise avec des gens qui critiquent le gouvernement mais qui y rentrent quand même. Par ailleurs, sur la réforme du Code du travail, eh bien, laissons les choses se faire. Probablement que le texte final ne ressemblera pas aux propositions qui sont formulées aujourd'hui. Quant au Code de la nationalité, enfin pas au Code de la nationalité, pardon, à la réforme, à la révision constitutionnelle, il faut faire bloc dans une situation qui est compliquée aujourd'hui, bloc derrière le président de la République. Merci Jean Glavany. Merci, très rare.